Et Lumi, putain c'est vrai, faut arrêter de dire que Usul, putain je suis une merde, pardon Lumi. C'est vrai que c'est Ouzoul et Lumi. Ouzoul, pourquoi je dis Ouzoul? On dirait que je suis dans Dune 2. Lumi et Lumi, oui voilà. Désastre médiatique, les choix à bois pour que le RN passe, vas-y let's go. D'une civilisation, une civilisation islamique qui n'a pas une marche sur le Et par contre les gens, moi je... Désolé mais je suis obligé d'insister. Putain en plus déjà on est beaucoup sur le live, merci beaucoup. Les gens, je suis obligé d'insister mais regardez dans la situation dans laquelle on est. On est dans la merde. Les médias, tous les milliardaires ils les ont. Le service public, ça va être privatisé. On sait pas comment on va finir. Et vous avez d'autres chaînes, vous avez Blast, vous avez Mediapart, allez si vous voulez, mais Mediapart en ce moment je les aime pas trop. Mais vous avez des gens qui essayent de monter des trucs en indé. Bon, à mon échelle, pour l'instant, je ne suis pas un média, voilà, bref. Déjà je me démerde moi, mais soutenez-nous. Soutenez-nous, voilà, soutenez ce stream, soutenez d'autres streams, soutenez des médias indépendants, parce que bah on a besoin de ça à gauche, hein, on n'aura pas le choix. Hein. On va devoir exister, hein. Si jamais on est dans la merde, si on est dans un pays de merde, l'information elle passera par d'autres canaux. Donc, voilà, je vous dis, genre, offrez des subs, oui, voilà, c'est ça. Je suis obligé d'insister de ce point de vue-là. C'est important, enfin, permettez-nous de vivre un petit peu, quoi. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Est-ce que vous vous souvenez du dernier épisode? C'était il y a 2 semaines. Le dimanche il y a 2 semaines, vous vous souvenez du dimanche il y a 2 semaines? Ouais, on pense pas que ce soit l'épisode qui vous a le plus marqué puisque c'était le soir des élections européennes. Alors on s'était dit que ce serait peut-être pas passionnant le résultat des européennes, donc qu'on allait vous parler d'autre chose. Et là t'as l'autre génie qui dissout. Voilà, dissolution surprise. Alors autant vous dire que plus personne n'en avait rien à branler de notre Rhinocéros sur le service public. Oui, puis de toute façon, si le RN passe, ce sera pas la privatisation à bas bruit qu'on vous décrivait. Non, ce sera la privatisation direct, là, maintenant, tout de suite. Putain, immédiatement. La privatisation du service. C'est bien, on en parle, c'est bien, merci Usul, merci Lumi, vous embrayez sur ce que je disais. Mais c'est pour ça les gens, oui, bref. Service public de l'audiovisuel, c'est 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, nous avons identifié... Le faire très vite. Ça. Moi je me dis, faites un geste simple. Si vous avez une redevance télé, eh ben virez votre télé. Et merci Sodom pour les 1000 bits, virez votre télé. Et l'argent que vous donniez à la télé, vous le donnez sur Twitch, vous le donnez sur des Tipeee et des machins. Il y a Léo dans le chat par exemple. Léo, allez donner sur le Tipeee de Léo. Léo il en a besoin aussi. Léo il fait des très bonnes vidéos en ce moment. On a besoin que tout le monde puisse survivre, tout le monde puisse manger à sa faim, tout le monde puisse bosser quoi. Privatiser l'audiovisuel. Ça se fait pas en 15 jours, mais ça se fait dans le cadre d'un mandat. C'est fini la redevance. Ah bon? Non mais tout va Il trop n'y a plus de redevance. Ah. Bah écoutez, c'est pas grave, donnez quand même. vite là, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Et là, si ça se trouve, aujourd'hui, c'est encore passé des nouvelles dingueries, on sait pas. Donc oui, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va revenir sur la première semaine de cette campagne ahurissante, à tête reposée. On va faire ça. Merci Léo pour les 100 bits. J'utilise les sous de Mediapart pour distribuer les bits. Les sous de Mediapart? Pourquoi ils te payent Mediapart? Chronologiquement pour tout remettre au clair. Ah mais non, parce que t'avais un abonnement et tu l'as... Oui, tu as bien fait. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis l'annonce de la dissolution. De toute façon, Mediapart, ça va. Ces vidéos sont gratuites. Les vidéos de Mediapart, elles sont gratuites. Donc globalement, les articles, tu les as en vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les notes de blog, quoi. Mais globalement, Mediapart, le média écrit en lui-même, bon. Ça chronologiquement pour tout remettre au clair. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis l'annonce de la dissolution. La fameuse grenade dégoupillée par Manu Max a en effet tout fait exploser et le système médiatique a réagi dans l'urgence. En vérité, ce soir-là et les jours qui ont suivi, c'est comme si tout ce qui avait été patiemment mis en place depuis des années dans les médias dominants nous pétait à la gueule. Oui. Cette campagne électorale de 3 semaines se joue largement dans les grands médias et il faut voir dans quel état sont ces grands médias. Peut-on encore seulement y mener une campagne normale? Aujourd'hui, on va vous parler d'effets de cadrage, de journalistes Je obsessionnels. sais pas, par exemple, vous vous rendez compte, par exemple, là, Poutou, il est candidat. Poutou n'a pas été... On lui a pas proposé une seule fois de plateau, hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Hein. Je ne pense peut-être même qu'il n'y aura pas un seul plateau avec Poutou. Hein. En même temps, est-ce qu'il en a envie? Là, je pense qu'il est en train de faire campagne, il fait du porte-à-porte et tout, je pense que ça lui convient. Je pense que, voilà, mais je pense, par exemple, que Poutou n'apparaîtra pas. Hein. Il est passé sur BFM? Ah ouais? Il a eu des duplex. Oui, voilà, des duplex, mais comme Raphaël Arnaud, quoi, on leur proposera pas grand-chose d'autre. Hein. Il est passé en vision sur BFM 2 fois. Ouais.
d'éléments de langage et de médias bolorisés. Bref, c'est une super occasion de revenir sur tout ce qu'on a vu dans Rhinocéros. Et en plus, ça tombe bien, on arrive à la fin de la saison. Oh, bah oui, comme ça on va pouvoir dire qu'on avait raison, c'est super. Que tous ces rhinocéros là sur les plateaux, ça a bel et bien contribué à la montée en puissance de l'extrême droite. Pile comme on disait nous. Ah bah on est content, on est bien avancé. Pays finito, mais putain quelle fin de saison. Bravo rhinocéros, bravo. Excellent. Bon, allez, retour dimanche 9 juin, 20h. Putain, j'avoue, leur émission, elle aura pas duré longtemps. Hein. Parce que quand même, c'est une émission qui prépare un petit peu à ce que potentiellement on voit le délitement des médias et le passage vers le fascisme. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça puisse aller vite comme ça. Hein. Annonce des résultats. Score de dingue pour le RN, normal. Tout le monde trouve ça normal. Je vous laisse écouter l'analyse de Brice Teinturier d'Ipsos. C'est la 3e fois que le RN est en tête des européennes et c'est dû à sa capacité à imposer des thèmes et aussi à la personnalité de sa tête de liste. Oui, c'est ça. Puis Bardella, il parle bien, il est jeune, il fait des TikTok. Merci pour l'analyse. Le soir même, t'accusais les médias et t'as même ressorti ton fameux graphique. Oui, mon graphique. J'ai fait 20 000 likes avec mon graphique sur Twitter. C'est bien. Oui, puis en plus, moi je suis désolé, mais il faut pas seulement parler des médias comme étant des appareils médiatiques possédés par des milliardaires qui imposent leurs lignes et du coup voilà. Non, désolé, mais il faut aussi parler de la médiocrité des journalistes. Déjà, il n'y a plus vraiment de journalistes parce qu'il n'y a plus de gens qui vérifient leurs sources, qui enquêtent, machin. On laisse ça à des pigistes qui écrivent des articles et vu qu'ils le font au lance-pierre, bah ils vont même pas non plus prendre la peine d'aller vérifier des infos et tout ça. On a des éditorialistes ou alors des gens qui interviewent et tout ça. Mais c'est surtout que les gens sont médiocres. Si ça ne pose pas de questions sur le programme, notamment, c'est parce que je pense aussi que tout simplement les journalistes, l'économie, ils y comprennent rien. Il y a tellement de choses, ils y comprennent rien. C'est vraiment la popole qui les intéresse, quoi. C'est la phrase d'un tel, le truc d'un tel, machin. Ils sont biberonnés à ça, hein. Désolé, mais il y a aussi une médiocrité des journalistes, hein. Bref. C'est bien. Oui, c'est bien. Hein. On est content. Ouais. J'avais tweeté « Je n'oublierai pas ce graphe ». Ce graphe, il montre l'exposition médiatique des candidats. Oui. Il montre Bardella tout en haut avec 17 309, suivi par Glucksmann avec 11 832. 11 832 quoi? Tu le dis pas? Oui. Bah non, je l'avais déjà dit dans Back. Minutes? C'est les minutes, non? Site où j'avais sorti le même graphique, j'avais même sorti 2 fois le graphique. J'avais essayé d'expliquer. Est-ce que c'est possible de remettre mon graphique de tout à l'heure, le graphique de ma carte blanche? Je sais pas s'ils l'ont gardé. Vous l'avez mis ils l'ont brûlé là. S'ils le retrouvent, parce que vraiment c'était la campagne elle a aussi... Jean Massier, ça se voit, il a pas envie. Je sais pas s'ils l'ont gardé, mais gros, ils suppriment pas les trucs une fois qu'ils les ont montrés, quoi. Bien sûr qu'il est de côté. Ça me fait rigoler. En fait, c'est de voir à quel point, subtilement dans Backseat, tu captes à quel point Jean Massier, il a pas trop envie qu'Usul fasse le gauchiste. Il est toujours un peu en mode, oui, Usul, non, s'il te plaît, quoi. Si la couleur oh, c'est génial. Jordan Bardella le plus exposé. C'est des chiffres qui étaient dans Ouest France et qui faisaient, qui regroupaient à la fois le temps de parole, mais aussi le nombre d'occurrences de. Mais du coup, c'est quoi? C'est les minutes? C'est ce que je me demande en fait. Citation de une, de couverture. Il y a eu une surexposition de Jordan Bardella, mais d'une force. Apparemment, mes explications n'étaient pas hyper claires, mais le graphe a quand même beaucoup circulé, au point que Check News a dû faire un Les occurrences, le nombre de fois qui sont mentionnées ou quoi? Pour expliquer un peu les méthodes de calcul de l'agence qui avait procédé à toutes ces mesures. C'était très intéressant, mais le résultat final, c'est que c'est pas bidon. Hein. On a énormément parlé de Jordan Bardella dans cette campagne. Il a bel et bien bénéficié d'une surexposition médiatique, le bougre. Occurrence dans les médias? Ah ouais, 17 000, genre, c'est possible ça? Donc Mais quand est-ce que tu comptes ça? Ça veut dire à chaque fois que son prénom et son nom apparaît, par exemple? C'est une occurrence? On entend Brice Teinturier dire sur France 2. Et c'est dû à sa capacité à imposer des thèmes et aussi à la personnalité de sa tête de liste. Mais il les a imposés à qui ces Il a pas de personnalité. thèmes? Il les a imposés aux grands médias. Et est-ce qu'ils se sont pas un peu laissés faire, ces grands médias? Est-ce qu'ils avaient manifesté l'envie de parler d'autre chose? Est-ce qu'ils avaient l'air motivés pour, faire des petits sujets sur le social, etc. Pas du tout, pas du tout. Je voudrais qu'on revoie le graphique. Non, c'est bon. On avance là. Parce que moi, ça me fascine. J'aimerais presque que le RN il fasse une campagne où ils prennent pas Jordan Bardella, ils prennent une marionnette. Et genre, juste il y a une main comme ça, et au pupitre, la marionnette elle est en mode oui, il faut virer les Arabes, les trucs comme ça.
Je vous jure qu'ils auraient les mêmes analyses sur les plateaux. Ils seraient en mode, oui, la personnalité du représentant du RN est très intéressante. Une très belle campagne, oui. On a encore plein de choses à dire. Oui, c'est Black Mirror, c'est l'épisode avec le nounours bleu, là. On va rester sur France 2, parce qu'il y a autre chose qui a pas mal tourné, c'est cette image de Nathalie Saint-Cric avec son petit papier. C'est Mourad Guichard qui a isolé ce moment, c'était dans son émission de Critique Média du mercredi 12 juin sur la chaîne Le Média. Et elle a cherché, personne ne parlait de Jean-Luc Mélenchon, et donc elle s'est jetée à l'eau, et regardez, elle pensait pas être à l'antenne, voilà ce qu'elle a fait, le geste est magnifique. Regardez avec Je dis attention. juste sur les rapports de force, juste pour quand même avoir un peu de mémoire, avec toute mon amitié, mais quand même... JLM1PB. Ah, mais oui, mais ça, on l'avait vu. Jean-Luc Mélenchon, un problème. Voilà, c'est du Saint-Cric tout craché, ça fait des années que ça dure, mais là quand même, c'est pas discret. Et ce soir-là, Nathalie Saint-Cric, elle était en pleine forme. Y a pas que ça, on a noté d'autres moments. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser par l'annonce de la dissolution, elle a pas non plus paniqué devant le pari fou d'Emmanuel Macron. Non, bah pour elle, c'était pas un pari fou, c'était Vraiment, le mot d'ordre était très simple. Hein. Jean-Luc Mélenchon, un problème. Voilà. un pari courageux, un pari habile. Je vous jure, elle a trouvé ça habile, Nathalie Saint-Cric, sur le moment, le dimanche soir. C'est un pari, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on peut juger courageux en fonction de ce qu'on pense, mais c'est aussi un pari qui peut être habile. Il suffit de voir l'état dans lequel est la NUPES, vous l'avez tous souligné ce soir. On sait très bien que le LFI... Non mais attendez, il n'y a pas que... Donc le calcul politique existe. Elle trouve ça habile parce que la gauche va être prise au dépourvu, donc elle dit bien joué. Ouais, le RN peut gagner, mais bien joué, parce qu'au moins, là, la gauche est bien niquée, hein. Ils sont coupés en deux, là, après les européennes, la gauche Glucksmann, la gauche Mélenchon. Waouh, quel coup, génial, Macron. Ah oui, elle a tout bien analysé, Nathalie Saint-Cric. Pour elle, l'union de la gauche, c'est impossible. Ils auront pas le temps de refaire un truc comme la NUPES, c'est évident. Ça va pas durer longtemps. Hein. On sait très bien que vos fameux accords qui avaient été faits en 4e vitesse, et finalement sur un programme sur lequel vous n'étiez pas d'accord, et qui vous avait permis d'avoir beaucoup de députés et de faire 25... En fait, ça me fait rire, parce que je pense qu'au fond, là, sur leur téléphone, ils ont des petits messages en mode « Oui, on est au siège du Parti des écologistes, on a commandé des pizzas, on discute. » Ils sont déjà au courant, là. % des voix ne sera pas fait en 2 jours. Vous voyez bien ce petit ton, hein? Comme si c'était une évidence. On sait très bien que la gauche... Qu'est-ce que tu sais de la gauche, Nathalie Saint-Cric? Tu sais rien de la gauche, tu sais rien de nous. On l'a pas fait en 2 jours, on l'a fait en 24 heures. Et oui, le soir même, il y avait Ruffin là qui disait Front Populaire, Front Populaire. On a fait tout de suite l'union, presque. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État. Un taré à la tête de l'État. C'était vraiment spontané, hein, je l'ai dit comme ça. Là, c'est un pyromane de la République. Là, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui reste face au Rassemblement national? Les macronistes vont se prendre une 2e raclée. C'est tout. Donc il nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Oui. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. Voilà, là on n'est même pas 1 heure après l'annonce de Macron et Ruffin enclenche déjà le truc, quoi. Oui, mais attends, il a dit que Macron était taré. On va quand même pas laisser passer ça. Hein. Je reprends les mots que vous venez d'employer. On a un taré à la tête de l'État. Quoi qu'on pense du président de la République et de sa décision... Regardez sa tête, il est un petit peu heureux. Il est heureux de... Oh là, j'ai mis un sacré coup, là. Macron, parle. Oh, indirect, hein. Il y a un taré à la tête de l'État. Hein. Décision de dissoudre l'Assemblée. Est-ce qu'un député de la Nation peut parler comme ça du chef de l'État? C'est un ouf, lui. Hein. Le RN est aux portes du pouvoir et lui, il est là. Oh là là, c'est pas une raison pour être psychophobe, François Ruffin. Et puis, il ne rebondit pas sur l'union des gauches parce qu'il ne prend pas ça au sérieux. C'est le lendemain, quand les discussions entre les partis vont commencer, que le petit milieu de l'éditocratie va enfin finir par prendre ça au sérieux. Ouais, et alors là, panique celtique. Pour moi, c'est un très grand choc. Ah ouais, cette émission, c'était du petit lait, c'était incroyable. Oh, quel plaisir de voir leur détresse, là. Et c'est une extrêmement mauvaise surprise, parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon. Mais attendez, je me pose une question. Elle a mis son... C'est un collier ou elle a mis son alliance au bout d'une chaîne? Elle avait la flemme de la mettre au doigt pour pas la perdre, elle a mis... Bon bref, pardon. Dénégation de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de... C'est l'anneau unique, putain mais c'est ça son pouvoir. Des fois elle enlève l'anneau, elle le met, et elle va se faufiler comme ça dans la gauche. Elle va se faufiler, elle retrouve des vieux tweets. Dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc, c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas
ça n'est pas un problème. Et on est reparti avec le cadrage dominant depuis le 7 octobre. La France insoumise est antisémite et le Front National est devenu le grand défenseur des Juifs de France. Le 17 juin, le site Au Poste a publié un petit texte signé par de nombreux intellectuels. Un texte qui s'intitule « Réponse collective à une infamie sur l'accusation d'antisémitisme portée contre la France insoumise ». Un texte qu'on vous invite à lire car il remet beaucoup de choses au clair sur le sujet. Voici un extrait. Dans la conjoncture cruciale et dramatique que nous traversons, les adversaires du nouveau Front populaire répandent sur LFI une calomnie en la caractérisant comme un parti antisémite, voire le plus grand parti antisémite du pays. Cette accusation est d'une gravité sans nom. Elle se propage pourtant comme une formule toute faite dans certains médias et chez des personnalités politiques qui en ont fait leur unique argument dans une bataille haineuse contre toute une partie de la gauche. Et sur tous les plateaux, de toute façon, ce soir-là, c'était ça, le plan. L'idée, c'était de dire que l'union était impossible ou alors qu'elle était contre nature. Que si la gauche s'unissait, eh ben, c'était une trahison. On sentait vraiment que l'idée d'une gauche qui s'unit, une gauche qui serait capable de tenir tête au RN ou à Macron, ça les a rendus zinzin. Zinzin. Ils ont perdu leur nerf, mais regardez ce pauvre Renaud Pilat dans quel état il est. Mais oui, c'est pour ça, les gens, le torpillage médiatique, c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est aussi une réaction épidermique. Hein. C'est très spontané de leur part. Hein. C'est pas très réfléchi. Hein. C'est pour ça que les gens, sur les plateaux, là... Mais Jean-Luc Mélenchon, François Hollande a dit qu'il devait se taire. Il est devenu tout rouge. Ah ouais. Mais ça fait des jours et des jours. Ils savent pas comment faire, ils ont pas de strat. Hein. Vous envoyez des insultes à la figure, des désaccords sur la politique étrangère, sur la Russie, sur Poutine, sur Gaza. Mais comment un électeur de gauche qui a voté Glucksmann peut croire à un tel accord? Mais dites-moi, bande de gros malins, peut-être que ces désaccords à l'intérieur de la gauche, vous les avez un peu exagérés. Peut-être même qu'à force de n'interroger les candidats de gauche que sur les désaccords qu'ils auraient entre eux, vous avez fini par vous persuader, vous, que la gauche n'avait que des désaccords. Et bah du coup, en effet, le jour où elle fait l'union, vous êtes surpris. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est qu'il y a... En même temps, on est quand même d'accord qu'il y a beaucoup de désaccords. Il y a un truc qui met tout le monde d'accord à gauche, c'est que l'extrême droite est un ennemi mortel. Pour la gauche et pour la République. Bah ouais, mais le problème c'est que les gens, des fois, ils ont l'air d'oublier ça. Edoui Plenel va bien te faire enculer, merci Mood the Boot. Mélenchon, c'est Jean-Marie Le Pen déguisé. Waouh, oui, super. Et ça fait consensus. C'est ça qui va permettre l'union. Sauf que si t'as des journalistes qui sont persuadés que par contre l'extrême droite n'est plus d'extrême droite, ah bah du coup eux ils voient pas le danger, etc. Donc oui en effet là pour eux c'est plus naturel toute cette histoire-là. Ils sont perdus ces gens. Et si le Rassemblement National n'était plus le camp des racistes que vous évoquiez il y a quelques instants, monsieur le député? Bah oui Brunet. Et puis si ma tante en avait, ce serait mon oncle, comme dirait... Quoi? Dora Moutot. Très mauvaise expression. Ouais. Quoi? Si ma tante en avait, ce serait mon oncle? On va annuler cette expression. Tout ça pour dire que voir le PS s'allier au parti de Jean-Luc Mélenchon, c'était ça qui était effrayant pour eux. Bardella à Matignon, ça les effraie pas du tout. Ça leur en touche une sans bouger l'autre. J'arrête les expressions, j'arrête. Et oui, donc dans ce climat-là, c'était même difficile. Tu connais pas? Non, je sais pas, ça veut dire quoi? Parfois de rappeler quelques évidences. Des couilles. Ah oui, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Je connais pas l'expression. C'est une expression transphobe, genre MDR. Ma tante en avait, ce serait mon oncle. Bah super, hein. Oui, bon. Attendez, je vais pisser. J'ai jamais compris cette expression. Bah, elle est transphobe, quoi. Oui, bon, c'est banalement transphobe, hein. Écoutez ce passage de Sarah Legrain qui essaye calmement d'exposer la situation. On a aujourd'hui dans le pays une partie de la bourgeoisie qui jusque-là se disait républicaine. Rien à voir avec les trans, ah ouais?
une partie aussi parfois du champ médiatique qui est tout à fait prête à concevoir que le Rassemblement national arrive au pouvoir et à formuler l'idée que mieux vaut Hitler que le Front populaire. Et dans cette stratégie-là... Alors c'est pas notre ça c'est un slogan de campagne. Expression servant à dénoncer des spéculations sans fondement, donc aussi vaines qu'inutiles. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Si mon oncle en était, on l'appellerait ma tante. En tout bien tout honneur, naturellement, poil aux organes de remplacement. Ouais, mais c'est trop bizarre. La langue française, des fois, on est bizarre, hein. C'est fou du bus. Hein. A priori, ça... c'est pas. Alors, c'est Manon Aubry. Manon Aubry le disait aussi. Hein. Alors, mais vous avez un peu de culture historique. Voilà. Là, c'est le manque de culture politique sur le plateau qui est sidérant. Non, mais pour eux, le slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire ». Attendez, du coup, j'ai pas écouté. J'ai envie d'écouter. Qui essaye calmement d'exposer la situation. On a aujourd'hui, dans le pays, une partie de la bourgeoisie qui jusque-là se disait républicaine, une partie aussi parfois du champ médiatique qui est tout à fait prête à concevoir que le Rassemblement national arrive au pouvoir et à formuler l'idée que mieux vaut Hitler que le Front populaire. Et oui. Dans cette stratégie-là... Alors c'est pas notre ça c'est un slogan de campagne. C'est un slogan de campagne. Je vous ai bien vu venir. A priori, ça... Alors, c'est Manon Aubry. Manon Aubry le disait aussi. Hein. Alors, mais vous avez un peu de culture historique. Voilà. Là, c'est le manque de culture politique sur le plateau qui est sidérant. Non, mais pour eux, le slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire », c'est un truc de Manon Aubry. Leur mémoire... Waouh, mais oui. Oh, putain. Oh, elle va pas plus loin que ça. Et ils ont fait des études ou pas, ces gens, avant de venir nous parler? Mais ils sont médiocres. Ils sont médiocres. Pourquoi on les paye? Pourquoi on les paye? Et vous allez voir, c'est de pire en pire. Donc là, ça veut dire qu'il y a Hitler qui arrive au pouvoir, on est bien d'accord. Là, vous dites qu'on est dans la même situation qu'en 36, c'est ça? Est-ce que je suis en train de dire que le Rassemblement national est un parti qui est l'héritier de Waffen-SS qui l'ont fondé et l'héritier de Vichy? Oui, bien sûr. Et je crois que c'est aussi un peu une défaite parfois. C'est grave comme propos quand même. C'est grave quand même comme propos. Hein. On n'est pas des fascistes. Hein. On veut Bardella au pouvoir, mais on n'est pas des fascistes, quoi. Absolument pas grave, c'est factuel. C'est factuel que le Rassemblement national ait été fondé par des héritiers par des Waffen-SS. C'est factuel, monsieur. Le fait que le Rassemblement... Ah bon? Des Waffen-SS? Mais je sais même pas c'est quoi, moi, vous savez, des Waffen-SS. Je suis juste commentateur sur LCI, moi. La division Charlemagne des Waffen-SS avait accueilli des Français pendant... Ah, ça me fascine, mais... j'ai juste envie de... désolé, mais j'ai juste envie d'hurler. J'en peux plus. Waouh, monde du pays finito, ça y est, je vais le dire aussi, j'ai juste envie de gueuler. La guerre, des Français pro-nazis désireux d'aller se battre pour l'Allemagne. Parmi eux, Pierre Bousquet. Et oui, il y a la signature de Pierre Bousquet sur l'acte de création du Front National. C'est factuel. Ah bon? Ah bah dis donc, on en apprend? Ah bah je savais pas, non mais on se ressaisit, bordel! Il faut dire que tous ces bourgeois macronistes se sont fait à l'idée que l'alternance était pour bientôt et que l'heure du Rassemblement national viendrait tôt ou tard. Finalement, avec cette dissolution surprise au moment où le RN... Vous imaginez combien ils palpent en plus ces journalistes, mais moi j'imagine pas que ça, j'imagine leur petite vie. Ces gars-là, ils vont... Ils sont là, BFM, ils sont en mode « Ah, j'ai bien cuisiné la France insoumise tout à l'heure ». Puis après, ils vont dans un petit resto nul avec leurs femmes. Ils sont en mode « Ah, j'espère que tu vas me sucer ce soir. Regarde, j'ai ramené sur la table un bon salaire. » Et puis après, je sais pas, et puis après, ils s'énervent contre leurs gosses. Et puis après, le lendemain, ils refont la même chose. Enfin, c'est vraiment... Ils sont fiers d'eux. Ils ont des petites vies de merde. Au plus haut, c'est à ça que Macron expose sciemment le pays. Et lui non plus, ça ne semble pas le paniquer. D'ailleurs, est-ce qu'il est en si mauvais termes que ça avec l'extrême droite et ses médias, Macron? Selon Le Monde, il aurait averti Pascal Praud en personne de la dissolution avant même d'en parler à Gabriel Attal. Oui. Mais je pense que c'est pour ça que Bardella était au courant. Hein. Il a eu droit à une courte conversation avec le conseiller élyséen Bruno Roger-Petit, à peine sibyllin, puis avec l'ancien sarkozyste Pierre Charon, et c'est ainsi que, vers 18h, avant même le Premier ministre, Gabriel Attal, et la quasi-totalité des membres du gouvernement, le présentateur vedette de la chaîne d'opinion réactionnaire CNews devine que la dissolution est actée. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas tweeté, se vante-t-il le lendemain. Ouais, j'ai gardé ça pour moi. Bah oui, mais il en a parlé à ses potes. Et après, il y a Hanouna qui a passé un coup de fil à Bardella qui se dit « Eh Bardella, mon pote, Bardella, bon, allez, je vais te lâcher une petite info, hein. Non, mais c'est comme ça, c'est moi qui régale. C'est moi qui régale, Bardella. Non, mais une petite info quand même. Bon, voilà, je sais que t'es très occupé, mais la petite info, la dissolution, quoi. Oui, bon. À l'antenne. Je vous ai appelé à 18h hier et je vous ai dit la dissolution est actée. Vous êtes le premier à me l'avoir dit. Bon. À 18h, l'Élysée,
pouvait faire passer cette idée. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas tweeté, parce que bon... Mais si Pascal Praud a été mis au courant à 18h, ça se trouve, il a prévenu son maître, Bolloré. D'autant plus qu'on le sait, Bolloré a un projet politique. Oui, c'est vrai que ça a pu passer par Bolloré, tout simplement. Dans les colonnes du Monde, ça fait quelques mois qu'il est écrit que le projet de Bolloré, c'est l'alliance entre LR et le RN. Il pousse à ça, Bolloré. Et on l'a vu cette semaine, hein, Bolloré, son grand projet, c'est que LR s'occupe des affaires économiques et que le RN s'occupe des questions d'identité et de sécurité. Voilà, il veut ça, lui. Et ok. donc, ces petits soldats vont tout faire pour qu'advienne cette union, y compris en essayant de persuader les LR récalcitrants, comme ici Georges Fenech, pas tout à fait convaincu par le projet. Une droite de l'économie, un fascisme du social, c'est un peu ça. Et il n'y aura pas d'alliance. Ouais. Eh ben, mourrez tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mourrez tout seul, puisque les électeurs vont vous dire, ils veulent l'union des droites, les électeurs. Et pourquoi la droite républicaine refuserait ça? Après, il a déjà un peu une tête de zombie, quoi. Ils veulent l'union des droites, les électeurs. Un peu une tête de... oui. Et pourquoi la droite républicaine refuserait ça? Après tout, l'extrême droite n'est plus d'extrême droite. Personne ne croit une seconde que Jordan Bardella soit d'extrême droite. Oui. Voilà, c'est pas le mot. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais, Non, mais sur l'extrême droite, il faudra un jour qu'on nous dise... C'est ce que j'allais dire. Mais dans la séquence, Bolloré est allé plus loin, puisque toujours dans Le Monde, la journaliste Raphaël Baquet nous a révélé qu'au lendemain des élections, le lundi donc, Vincent Bolloré et Éric Ciotti se sont entretenus pour mettre en place cette alliance. Une alliance qui a donc été... Enfin, il est vraiment derrière tout, ce fils de pute. Hein. En quelque sorte parrainé par ce grand patron, et qui peut être assuré du soutien de son empire médiatique. Est-ce que vous vous rendez compte du poids de Bolloré dans notre vie politique? Bah ouais, et quotidienne aussi. Un poids qu'il doit à la puissance de feu de ses chaînes de télé, de ses stations de radio, de ses journaux. Mais c'est sur une chaîne du groupe Bouygues qu'Éric Ciotti va aller défendre son alliance avec le RN. C'était le mardi 11 juin sur TF1 dans le 13h. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la 5e République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti, une alliance... Putain, qu'est-ce qu'il est lisse. On dirait une pierre polie. C'est vrai, ça me fascine un peu, il est vraiment lisse. Avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Un galet. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Et alors là, coup de tonnerre politique et médiatique, les cadres de LR se rebiffent, hein, ils n'ont pas été consultés avant cette décision de faire péter le cordon sanitaire. LR flirtait avec l'extrême droite depuis bien longtemps, mais là, ça a provoqué une explosion. Il y a eu plein de rebondissements, alors les médias, ils étaient déchaînés. Ciotti est allé s'enfermer dans son bureau, il y a eu un défilé de personnalités LR venues pour les déloger. Alors les chaînes d'infos en continu, ils ont envoyé tous les reporters devant le siège des Républicains, donc ils nous ont montré... ouais, quelle séquence incroyable. Hein. Montré une porte bleue pendant longtemps. Est-ce qu'elle va s'ouvrir, est-ce qu'elle va pas s'ouvrir? On sait pas, c'est qui a les clés. Là, il y a les autres membres du parti qui arrivent, t'as l'autre qui remonte ses manches. Enfin bref, un spectacle passionnant pour nos journalistes et affligeant pour nous. Voilà, la folle journée d'Éric Ciotti, ça a amusé tout le monde, sauf que le sujet, en fait, il est grave. Derrière cet instant un peu grotesque, ce personnage un peu bouffon, en fait, il y avait des trucs graves qui se jouaient. Le cordon sanitaire, c'est pas une petite question de savoir si la droite flirte avec l'extrême droite. Et puis, il y avait un côté, on respecte plus rien, il y a un putsch, il y a un coup d'état, à l'assaut, ça tape, c'est le bordel. Mais en fait, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de repères communs. Tout est en train de foutre le camp. C'est peut-être pas si drôle. En tout cas, Éric Ciotti pouvait compter sur les médias de Bolloré pour aller s'expliquer. Dès le lendemain, on le retrouvait sur CNews. Ils sont tellement décalés de la réalité, de la vie quotidienne de nos concitoyens. Aujourd'hui, à appeler, convoquer le danger fascisme, on aurait dit que je faisais une alliance terrifiante qui mettait en péril le pays. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Pour faire l'union des droites, Bolloré a choisi... Pour moi, c'est vraiment, c'est Ubik dans Berserk. Hein. De mettre le paquet, puisque le jeudi 13 juin au soir, toute la grande famille de la droite et de l'extrême droite était conviée sur le plateau de Cyril Hanouna, qui avait organisé un dialogue passionnant entre Éric Ciotti, Sarah Knafo de Reconquête et Sébastien Chenu du RN, avec comme point d'orgue ce coup de fil passé en direct à Jordan Bardella. Vous avez fait quoi? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici? Bah appelez-le. Non mais vous avez pas votre téléphone? Bah non, moi j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le. Vous voulez appeler Jordan Bardella sans rigoler? Allons-y. Vous voulez quoi? Vous voulez lui parler? Moi j'ai un truc Ah, c'est tellement... Oui, bon, ouais. à dire. Je me dis, voilà, aujourd'hui on dit... C'est énorme. Moi j'ai le coup de fil de Bardella.
Oui. Si, bah voilà, j'appelle Jordan Bardella, on va voir. On est ouvert à la discussion. J'ai un peu Jordan Bardella, bah voilà, on appelle Jordan Bardella, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La scène est dingue. Tout le monde est hilar. Hanouna se place comme un intermédiaire, comme un facilitateur de cette union des droites, une union logique à laquelle il peut bien donner un petit coup de main. Putain, je me rappelle à l'époque où ça suçait Mélenchon. Hein. Je m'en rappelle, hein. L'époque où ça suçait Mélenchon, l'émission où il y avait une pré-interview avec Hanouna qui était en mode ah, je vous ai toujours aimé, monsieur Mélenchon, hein. Vous êtes un grand homme, hein. Je vous ai toujours aimé. Hein. Personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans, on s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Bon, vous le savez, de toute façon, Hanouna, là, sa forme finale, maintenant, c'est que c'est tout simplement un animateur d'extrême droite. Hein. Il promeut l'extrême droite dans le choix de ses sujets, dans le choix de ses chroniqueurs, dans le choix de ses invités. En parallèle, il... Putain, mais franchement, mais moi j'aimerais que la gauche gagne, juste pour passer ma soirée. Et même pas ma soirée, mais les prochains jours, juste, je m'installe comme ça. Devant l'ordi, je regarde les chaînes d'infos. Et un par un, je les vois. Tous la mine décomposée. Partir, un carton à la main. Ou alors un billet pour je ne sais pas quel pays d'évadés fiscaux, là. Tous partir en mode « Ah, c'est fini, on s'en va, la gauche est passée. » Le rêve, vous vous rendez compte? Un par un, on les verrait tous partir. Un par un. Un par un, on les verrait faire leur valise. Ça serait trop bon. Il est aussi en mission contre la gauche et c'est devenu extrêmement violent. On est dans la pure propagande et derrière, bien sûr, il y a toujours Bolloré. Attends, les gens... Moi, par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, je... Ah non. Bolloré est un facho, il veut le RN partout. Hanouna un collabo, on sait bien qu'il lui doit tout, c'est son chien. Oui. Bien obéissant tout, fait ce que dit son maître en échange de sous-sous. Hanouna est devenu une pièce maîtresse du dispositif médiatique de Bolloré. Un Bolloré qui ne peut plus s'en passer et qui lui a créé spécialement pour cette campagne une émission sur Europe 1. Non mais voilà, il se cache même plus. Enfin je veux dire, c'est évident. Nous on n'a plus rien à décrypter. Je veux dire, tout est là. C'est limpide, c'est là, voilà, on sert à rien. Dimanche 16 juin, on a appris que Cyril Hanouna allait avoir droit à une émission quotidienne de 2 heures. Ah oui, putain. Sur Europe 1. Bolloré est en campagne et adapte les grilles de sa station de radio. On sent un peu l'improvisation, ceci dit. Le communiqué et l'annonce disaient explicitement « en raison de l'actualité politique ». Et puis le titre de l'émission a changé et on est passé de « Cyril Hanouna refait l'actu ». Attendez, c'est quoi ça là-bas, j'adore. Et puis le titre... Éric Zemmour. Aujourd'hui, dans la première, Nana reçoit Éric Zemmour. De l'émission a changé. Putain, j'ai cru que c'était Éric Zemmour, chroniqueur à temps plein. Et on est passé de Cyril Hanouna refait l'actu à on marche sur la tête. Enfin, le détail le plus marquant, c'est qu'il est précisé que cette émission durera 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au résultat des élections, le temps de la campagne, une émission faite exprès. Ah ouais, putain, il se cache même pas. Pour pousser le RN. À cette heure-là, sur la grille, il y avait Sophie Davant. Alors vous allez voir, elle a eu le droit de dire un petit mot avant de partir. On change de programme l'après-midi sur Europe. Ah oui, le bisou là. Pas en raison de l'actualité politique, la direction de l'antenne a décidé de consacrer ces 2 heures à des débats et des échanges en vue des élections législatives qui se tiennent. Sophie Davant, oui, c'est un peu triste quand même. C'était prémédité, hein. Malheureusement, c'était un peu collant. Malheureusement, le destin t'avait préparé à ça, Sophie Davant, à appartenir au passé. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, par contre. Genre, peut-être vous la connaissez pas, mais écoutez sa voix. Sophie Davant, elle est là depuis très longtemps, les gens. Enfin, c'est... à des débats. On est vraiment dans une situation où ça paraît n'être rien, mais là, littéralement, on dégage des gens qui faisaient leur taf depuis des années et des années. Moi, sa voix, je la reconnais, mais... Ça fait trop longtemps. Et des échanges en vue des élections législatives qui se tiendront dans 2 semaines maintenant. Donc j'accueille Cyril Hanouna sur l'antenne. J'embrasse les auditeurs qui m'ont suivi tout au long de l'année. Je leur donne rendez-vous à la rentrée. Et juste... Elle revient à la rentrée apparemment. Juste vous dire que j'ai passé une année formidable en votre compagnie. Cyril, bonne chance. Merci Sophie, t'es un amour. Je peux te faire un petit bisou? Oui, bien sûr. Non, merci, ça va me porter chance. Évidemment, Hanouna a ramené toute sa bande de fins analystes de la vie politique. Tous ces sbires. Je regarde jamais Europe 1. Mais elle a pas fait que Europe 1. Moi, en fait, je me souviens plus trop, mais sa voix, elle est là depuis longtemps, quoi. Voilà. Il y a même Pascal Praud. Oui, Pascal Praud qui est venu pour pouvoir marteler encore ce qu'il martèle déjà 2 fois par jour sur CNews et sur Europe 1 déjà aussi, d'ailleurs, il a aussi un créneau. Les Français ont le sentiment, qui est sans doute vrai,
que LFI est un parti infréquentable et extrémiste et que le RN, c'est autre chose. C'est pas un parti qu'il qualifierait d'extrême droite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est l'extrême droite. Je voudrais bien qu'on m'explique un jour. Ah bah oui, le débat. Je vais vous précisément. La presse papier du groupe Bolloré a elle aussi été mobilisée. Il y a eu la couverture de Paris Match qui nous montrait les droites unies face à la gauche, quitte à retirer Macron. Il n'y a plus de Macron. Le JDD, lui, a commencé à répandre des rumeurs contre les républicains qui ne soutenaient pas Ciotti, les accusant de comploter déjà avec les macronistes. Et l'obsession de Bolloré, l'union des droites, commence à être partagée par le Figaro. Ça, c'est nouveau. Ouais, mais allons-y! Le directeur de la rédaction du Figaro, Alexis Brézé, a fait un petit édito sur Europe 1 pour défendre... Quoi? Attends, Figaro est en train de se plaindre d'une droitisation de sa ligne électorale, mais cette union des droites. On marche sur la tête là pour le coup. Plusieurs membres de la rédaction du journal se sont inquiétés, dont Sophie de Ravinel qui a tweeté « Le Figaro, par la voix d'Alexis Brézé, s'engage en faveur de l'accord qu'Éric Ciotti veut nouer pour les LR avec le RN. » Ok. Est-ce encore le journal qui a défendu Alfred Dreyfus, soutenant son innocence quand presque toute la presse, acquise à l'extrême droite, le condamnait? Plus tard, Alexis Brézé a fini par déclarer que le Figaro ne donnerait aucune consigne de vote. Voilà, ils vont pas non plus appeler à voter contre l'extrême droite. Il n'y a plus de barrage, finito le barrage. Aujourd'hui, le seul barrage qui tienne, et alors celui-là il tient bien, hein, c'est le barrage à la gauche. Ah, il est solide celui-là. Et à vrai dire, c'est surtout un barrage contre Jean-Luc Mélenchon, dont l'ombre inquiétante plane sur la... Jean-Luc, sauve-nous! Gauche, même quand sauve-nous, le vieux! Il est absent. Alors, tout le monde a été interrogé sur Jean-Luc Mélenchon. Fais-le, ton Genki Dama, on attend que ça! Toute la semaine, tout le monde a essayé de tenir. Même Fabien Roussel, qui a parfois été très bon dans l'exercice. Puis vint l'épisode dit de la purge. 5 députés sortants non réinvestis et, miracle, un nouvel angle pour attaquer la gauche. Toujours en attaquant Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, il suffisait d'inviter les sortants déçus. Ceux-là auraient bien quelque chose à dire contre... Vraiment, quelle bande de chiens! Vous auriez pu fermer votre gueule, ravaler votre salive, avec le fascisme aux portes du pouvoir. Franchement, bande de cons! Jean-Luc, et puis... J'ai trop la haine, ça y est, j'en peux plus. Enfin, l'union se fissure. Vous voyez bien que ce n'était pas possible. Vous voyez bien que Jean-Luc Mélenchon est un problème. Mais c'est une purge. C'est une purge. Non mais dans une boîte privée, ça se passerait même pas comme ça, sans aucun commentaire, aucun coup de fil. C'est intolérable. Mais c'est pas l'essentiel. Oui, qu'est-ce que ça dit de Jean-Luc Mélenchon? C'est pas l'essentiel. Hein. Je vais venir sur un plateau pour en parler, mais quand même, c'est pas l'essentiel. Hein. Mélenchon et de son fonctionnement. Mais alors, au terme de grands événements, Jean-Luc Mélenchon doit prendre ses responsabilités et doit partir parce qu'il est un frein, un empêchement à l'union. On a commencé l'épisode sur ce petit papier de Nathalie Saint-Cric. Mais ils peuvent tenir 3 semaines avec ça, les journalistes, en fait. Tout tenait dans ce petit papier. Comme Jean-Marie Le Pen jadis, Jean-Luc Mélenchon est devenu le diable de la République. Sa seule évocation fait frémir les journalistes et devrait suffire à effrayer la ménagère. C'est précisément le... C'est ça que les gens comprennent pas, c'est le meilleur signe de... Dans un contexte actuel, médiatique, c'est le meilleur signe de santé de la gauche, en fait. Ça devrait être ça le critère, c'est de se dire mais putain, mais vous êtes tous au courant, même les Klemovic, les trucs comme ça, vous le savez très bien, vous le répétez tous. Je veux dire, t'es même parti de ton taf chez Canal+ et tout ça parce que tu le sais, que ça te saoule, tout est racheté, la presse, les médias, tout est racheté pour mener des campagnes électorales en faveur du Rassemblement National. Et personne ne se pose la question du bashing Mélenchon, en fait. Précisément, si Mélenchon se fait autant bâcher, c'est que c'est lui le danger. I am the danger. Mélenchon knock on the North, c'est lui le danger. Il le sait et ils le savent tous. C'est un signe de bonne santé, ils le craignent. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, une fois avec Ost, vous aviez fait une vidéo qui s'appelait « Pour sauver la gauche, faut-il sacrifier Jean-Luc Mélenchon ?» Oui, eh ben, j'avais pas répondu oui. J'avais dit que ce serait dommage. Et aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter que ce serait un très mauvais calcul. Et là, je vais m'adresser au cadre de la gauche. Carrément. Solennel et tout. Oui. Ah ouais. Bah attends, si je suis pas solennel maintenant, je sais pas, l'heure est grave, je vais faire ça quand sinon. Ouais. Pour tous ces journalistes bourgeois, installés, médiocres, Mélenchon, c'est pas juste quelques petites phrases qui sont mal passées, c'est 15 ans de combat. Voilà, merci. 15 ans d'ego froissé pour eux, bien sûr, mais aussi 15 ans qui ont transformé la gauche, qui ont formé la jeunesse. Et c'est ça qui ne passe pas, au fond. Une gauche à la Glucksmann, à la Hollande, ça leur conviendrait bien à tous ces gens, on l'a bien gauche caviar, là vu. Mais une gauche de rupture, une gauche de transformation sociale, évidemment que ça passe pas. Et c'est de ça
dont Mélenchon est devenu le nom. Donc écoutez-moi bien les chefs de la gauche, là, pendant que je vous tiens. Après Mélenchon, ce sera votre tour. C'est vous qui vont diaboliser une fois qu'ils en auront fini avec le vieux. Les écolos, vous serez des éco-terroristes. Les féministes, vous deviendrez des folles, des hystériques mal baisées. Les communistes, vous redeviendrez des staliniens dès que vous aurez arrêté de parler de viande et que vous parlerez de communisme. Les socialistes, même les socialistes, si vous leur proposez autre chose que du Valls ou du Cazeneuve, ils vont se rappeler que vous aussi, vous êtes de gauche au fond, quelque part. Et ça va de moins en moins bien passer. Vous avez vu l'état de notre système médiatique ? C'est catastrophique. À moins de devenir Michel Onfray, quoi. Vous ne la voyez pas, cette osmose morbide entre une extrême droite conquérante et des bourgeois plus apeurés que jamais à l'idée de voir la société leur échapper? Ce vote de dimanche prochain, c'est sans doute la dernière occasion de mettre un frein à cette mécanique-là qui s'est mise en place avec tous ces petits fachos minables, leurs médias, leurs hommes politiques. Il va falloir arrêter tout ça, il va falloir réguler tout ça aussi un petit peu. Et pour ça, il n'y a pas 40 000 solutions, il va falloir voter et faire voter. Front populaire, hein? Ah bah oui, Front populaire. Parce que quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, là c'est Front populaire. Hein? Et puis on se tient d'ici là. Et nous, on se retrouve exceptionnellement vendredi, juste avant ce week-end fatidique. Et en attendant, soutenez Blas si vous le pouvez. Abonnez-vous, faites des dons. Ouais, parce qu'on va... Peut-être même la dernière occasion de voter tout court. Après, je sais pas, dans l'histoire, les dictateurs se maintiennent au pouvoir, mais bon, globalement, ils se font souvent renverser, hein. C'est juste qu'ils se font renverser bien longtemps après, quoi. On va avoir besoin d'avoir des reins solides pour la période qui s'annonce, là. Hein? On a besoin d'une bonne trésor, là. Allez, bah à vendredi. Si t'es pas un milliardaire et que t'aimes pas les nazis, te trompe pas de camp mon frère, Bolloré est ton ennemi. On veut plus de milliardaires et leur télé à la con. On veut pouvoir prendre... Lumi est la meilleure camarade qu'a eu Usul, elle l'a remis droit dans ses bottes, bravo à elle. Ah bon, après, je sais pas non plus si c'est Lumi qui l'a remise droit dans ses bottes. Il l'a remis droit dans ses bottes, mais oui, c'est vrai que, désolé, mais Lumi, c'est le meilleur duo. Franchement, il y a une timeline où le divorce avec Host s'opère plus tôt, et Lumi arrive plus tôt dans l'équation, et franchement, genre, c'est le meilleur duo que Usul ait eu. Hein. En même temps, il n'en a pas eu beaucoup.